74, le podcast vélo de Specialized avec Michael Carminati. Aujourd'hui, amis cyclistes, nous allons parler de ce que l'Occitanie produit de mieux. Sans doute connaissez-vous la brandade de Nîmes, la tielle de Sète, la rouille de Sèche ou l'aligot. Eh bien, ce n'est pas gastronomie dont nous allons parler, mais plutôt d'un des champions du cru. C'est un athlète que je reçois dans ce podcast, un pilote talentueux et touche-à-tout qui a le vent en poupe dans sa discipline de prédilection, le cross-country. Il est d'ailleurs à ce jour leader de la Coupe du Monde 2024. Et cet homme est aussi à l'aise au guidon de son Specialized épique que sur un vélo de route, un vélo de cyclocross, voire un vélo de dirt. Membre du team Specialized Factory Racing, il est le Français le plus en vogue en vue d'une sélection pour la course à la médaille aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À 29 ans, s'il est sélectionné, il participera à sa 3e Olympiade. J'accueille Victor Koretsky. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Bonjour Victor, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour. On est ici dans les locaux d'Igrim, qui est un magasin de vélo, un revendeur Specialized, qui est d'ailleurs un de tes partenaires. Oui, donc depuis peu, j'ai été longtemps sponsorisé par une autre concession automobile et j'ai eu l'opportunité cette année de changer avec Igrim qui est aussi qui a des garages automobiles sous le nom de Grim Automobile et qui est aussi revendeur Specialized via leur magasin Igrim. Donc pour moi ça a été une belle occasion de changer et de partir sur quelque chose de nouveau et c'est une belle aventure et j'espère que ça va continuer comme ça de nombreuses années. Alors on les remercie déjà de nous accueillir au sein du magasin. Donc comme d'habitude vous allez l'entendre, le magasin est ouvert. On aime bien nous enregistrer dans des studios un peu de luxe comme ça avec des cadres de vélo, des choses comme ça autour, c'est plus sympa. Avec un invité exceptionnel, il nous fallait le 3e homme, le spécialiste de la discipline cross-country chez Specialized. Bonjour Nicolas Reculot. Bonjour à tous. Pour les présentations, Nicolas travaille chez Specialized France. Il est également un touche-à-tout, 8e lors des derniers championnats de France de cyclocross. C'est également un adepte du cross-country. Il roule en Specialized S-Works Epic 8 avec système Fly Attendant, bien évidemment. Il participera au championnat de France cross-country ce week-end d'ailleurs. Victor, je le disais en introduction, donc né à Béziers, l'Occitanie pour toi c'est une région de cœur ? Oui, c'est vrai que j'ai toujours grandi, vécu et même été licencié en Occitanie, donc oui, pour moi c'est ma région. Je passe la plupart du temps ici quand je suis pas en déplacement, donc ouais, non, c'est une belle région, il y a vraiment de nombreux paysages, c'est très varié. Il y a de la montagne, de l'altitude, comme la mer, donc on a de la chance d'avoir beaucoup de terrains différents et pour moi c'est très, très important de pouvoir m'entraîner dans des conditions pareilles. Et même quand je fais des stages en altitude, je vais très souvent sur Font-Romeu qui est aussi en Occitanie, donc ouais, c'est vrai que dans une région comme ça, condensée, j'arrive à tout faire, donc c'est génial. Qu'est-ce qui t'a amené au VTT ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis au VTT, alors plus spécifiquement cross-country ? J'ai fait vraiment beaucoup de disciplines sportives, du tennis, du basket. J'ai vraiment fait pas mal de choses. Ensuite, comme un peu tous les enfants, ados, j'ai envie de dire, j'ai fait de la trottinette, du dirt, du skate, voilà, je me faisais plaisir, je m'amusais. Et après, mon grand frère faisait aussi du vélo et voilà, je voulais faire comme lui, donc on a commencé ensemble à faire des compétitions. Enfin, mon frère a commencé en premier, mon grand frère, donc qui a 4 ans de plus que moi, Clément, a commencé avant moi et après j'ai voulu faire pareil que lui, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des compétitions. Et on faisait autant de la route que du VTT. J'ai fait les écoles de cyclisme aussi sur route, donc ça m'a quand même appris beaucoup de choses. Pareil en VTT avec le trial, la descente, l'orientation. Et après voilà, j'ai toujours fait des beaux résultats dans les catégories jeunes, dans toutes les disciplines. Mais voilà, après j'ai dû prendre une décision et faire un choix et j'ai préféré aller en VTT. C'était la discipline dans laquelle je prenais le plus de plaisir. Et aussi, je pense que dans la région dans laquelle je vis, c'est vrai que le VTT, ça matche bien. Donc c'est pour ça aussi que j'ai continué à fond là-dedans. Et j'ai pas du tout à regretter ce choix. Donc voilà. De très beaux résultats aussi en cyclocross. Tu as touché pas mal au cyclocross plus jeune ? Ouais, c'est vrai que le cyclocross, j'en ai toujours fait un petit peu.
Mais voilà, j'ai fait vraiment une saison où j'avais fait les manches de Coupe du Monde, etc. en junior. Mais pour un gars du Sud, c'est toujours compliqué de faire les cyclocross parce que à chaque fois, c'était très, 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 très long en déplacement. Il y a beaucoup de fatigue, il faut beaucoup de matériel, beaucoup de support et d'aide. On a besoin de beaucoup de vélos et c'est très compliqué pour entretenir, etc. Donc quand on n'est pas belge et qu'on n'a pas le support, c'est compliqué de rivaliser et d'être à, on va dire qu'on n'est pas égaux face à tous les Belges, les Néerlandais qui sont équipés au top. Donc voilà, c'est vrai que le VTT c'était un peu plus abordable, aussi financièrement. Bon, après voilà, quand j'ai commencé à être junior et faire des beaux résultats, c'était pas pareil, mais disons que plus tôt c'est quand même compliqué, il faut avoir beaucoup de matos et c'était pas évident. Nico, juste un aparté, il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui marchent très fort sur route, sur cyclocross et sur cross-country. Les disciplines sont quand même assez proches au niveau des efforts, de l'entraînement. Ceux qui marchent en effet sur les trois, ça reste quand même des exceptions. On parle de Tom Pidcock, on parle de Mathieu Van Der Poel, Van Aert qui fait de la route et du cyclocross. Ça reste, les efforts peuvent être très différents entre un Van Der Poel qui va gagner Milan-San Remo l'année dernière et après faire des manches de Coupe du Monde et les gagner en cross-country sur 1 heure et demie. L'effort il n'est pas du tout le même. Après ça reste des individus un peu exceptionnels. On n'en voit pas 40 tous les 10 ans. Donc oui, c'est sûr, mais il y a une complémentarité et on peut le voir, ceux qui font du cyclocross ou même du VTT sur la route marchent aussi en termes d'efforts intensifs, mais aussi de pilotage en vélo qui même sur la route aujourd'hui devient prépondérant. Donc ouais, c'est très complémentaire. Après, tout le monde ne peut pas mixer les différentes disciplines dans une même année. Donc ouais, c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Victor l'a réussi l'année dernière, notamment entre la Bora et le Speed Racing. Mais voilà, c'est quelques athlètes et c'est pas donné à tout le monde. Et cette proximité justement de la Belgique, parce que c'est là où sont les plus belles courses cyclocross, elle enlève pas mal de gens. C'est-à-dire que les gens qui marchent en cyclocross sont vraiment des gens qui sont de proximité. Ouais, comme le disait Victor, il y a beaucoup de déplacements. Et même de manière globale, quand on voit le calendrier Coupe du Monde qui essaye de s'exporter un petit peu à l'étranger, aux États-Unis, en Italie dans la neige, en Espagne, à Benidorm, même si l'Espagne a fait des très belles affluences l'année dernière et il y a 2 ans, le cœur du cyclocross reste en Belgique et aussi aux Pays-Bas. Mais c'est sûr que quand on se déplace là-bas, l'ambiance c'est autre chose, c'est vraiment une culture, c'est juste, voilà, on est dans des stades ouverts et ils vivent le cyclocross là-bas comme par exemple en France on peut vivre le football notamment. Donc ouais, c'est une expérience à part entière en Belgique. Victor, le cross-country, c'est une culture ici dans cette région. C'est vrai que ouais, avec le lac du Salagou, qui est quand même un super spot de VTT, ça attire beaucoup de VTTistes. Et il y a eu des compétitions dans le passé et je pense que ça a quand même bien aidé. Il y a Marc Esso, un ancien champion du monde de trial, qui a tracé pas mal de circuits aussi vers l'Odev. Donc ouais, c'est vraiment une belle région pour rouler en VTT. Je pense qu'elle n'est pas encore assez connue, mais ouais, c'est vraiment une belle région pour rouler en VTT. Ouais. En tant qu'athlète, tu as investi dans des petits clubs locaux pour mettre des jeunes un petit peu au VTT ? Alors, je le fais via mon club qui est le Vélo Sprint Narbonnais. J'essaie dès que je peux de les aider à ma hauteur. Mais ouais, c'est avec mon programme chargé de compétition et tous les déplacements dans l'année, c'est quand même très compliqué de consacrer du temps pour tout le monde. Mais dès que je peux, ouais, j'essaie de les aider et souvent j'essaie. Alors ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais je faisais une sortie au lac du Salagou avec les jeunes et tout ça pour essayer de partager un peu, donner quelques cadeaux, etc. Mais ouais, c'est pas évident d'organiser ça dans une saison. On parle maintenant du team Specialized Factory Racing, donc 4 hommes,
toi-même, Chris Blevins, Martin Vidor et Peter Sagan. Chez les femmes, c'est Laura Stiger, Sina Frey, Ale Batten. Est-ce qu'il y a une cohésion de groupe au sein de ce team, chez les hommes notamment? Je ne sais pas si les femmes sont souvent avec vous aussi. Est-ce qu'il y a cette cohésion de groupe? Est-ce que vous vous entraînez ensemble? Alors oui, il y a forcément une cohésion de groupe. On est tous coéquipiers et assez proches, donc ça se passe quand même très bien ensemble. Après, il y a beaucoup de nationalités différentes. Il n'y a que Chris et Ellie qui sont américains et qui sont de la même nationalité. Sinon, on est tous de nationalités différentes. Et même pour les déplacements, etc., c'est quand même assez compliqué. Et même pour s'entraîner ensemble, on a tous un peu des préparations différentes. Par exemple, ils vont avoir le championnat continental, donc le championnat panaméricain. Il y en a 3 qui sont concernés dans l'équipe, mais il n'y en a que 2 qui le font. Il y a les championnats d'Europe aussi qui sont des fois disputés par certains athlètes et pas d'autres, mais du coup on est tous ensemble sur les Coupes du Monde, mais après on est divisé aussi sur notre calendrier personnel, et c'est assez difficile c'est pas comme une équipe de route où on a tous le même programme de course et on participe tous à peu près à la même chose. Là, c'est complètement différent et on se rejoint surtout et en fait que sur les Coupes du Monde et le Championnat du Monde, en fait, où on est ensemble. Le Championnat du Monde, c'est même des fois différent parce qu'on est des fois obligé d'être avec les fédérations nationales. Mais ouais, c'est assez compliqué. Bon, après, on partage beaucoup de moments ensemble. Même si sur les Coupes du Monde, on n'a que la Coupe du Monde, en fait, il y a l'avant et l'après, et même des fois l'entre Coupe du Monde quand il y a 2 manches d'affilée, donc on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Et sur ces moments-là, on s'entraîne ensemble, on échange et on essaie d'améliorer les choses ensemble. Ouais. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. Je reviens un petit peu sur les dernières années de ton palmarès, parce qu'il est long, mais donc 2019, champion de France cross-country, 2021, champion de France du short-track. Ensuite, en 2021, une très très grosse saison, 2e du classement général, vainqueur de 2 manches et d'une course short-track. Ensuite, tout ce qui était 2022, 36e du classement général, 2023, 13e du classement général, vainqueur d'une manche. En short-track, tu as fait 40e en 2022 et 6e au classement général en 2023 et vainqueur de 3 manches. Je reviens juste sur la fin de saison, enfin sur 2023. On viendra un tout petit peu plus tard sur ton entrée sur la route, mais sur le VTT en 2023, donc au début, des petits problèmes de santé. Et par contre, tu fais une fin de saison tonitruante. Ouais, c'est vrai que la saison 2023, elle avait vraiment pas bien commencé. En fait, je pense qu'il faut remonter à la fin 2022 et les problèmes qu'il y a eu après les années BNB Hotel. J'étais censé normalement faire ma saison 2023 avec BNB Hotel et un autre nom d'équipe, mais du coup ça s'est pas passé comme prévu et j'ai rejoint Specialized de l'équipe Bora assez tard en fin d'année pour commencer l'année 2023. Et c'est vrai que déjà j'ai quand même dépensé beaucoup d'énergie à essayer de trouver des solutions et pas me retrouver sans équipe. Heureusement, j'ai pu compter sur Léo Mainville qui m'a beaucoup aidé pour intégrer ces 2 équipes et pour continuer à courir sur route et en même temps en VTT. On a réussi à trouver vraiment un beau projet. Mais c'est vrai que voilà, sur le début de saison 2023, il y a eu cette maladie qui m'a empêché de pouvoir performer sur route. J'avais un beau programme de prévu avec les courses que j'affectionne le plus, avec les classiques belges, qui correspondent quand même à mes qualités, avec des montées assez courtes, très punchy. Même si c'est long, j'étais entraîné pour, donc avec une année aussi d'expérience sur route, je savais à quoi m'attendre et j'étais prêt. Et malheureusement, j'ai pas pu montrer ce dont j'étais capable sur ces courses-là. Du coup, j'ai quand même été assez frustré de ne pas courir et d'être... je suis resté à la maison, j'étais fatigué quand je montais les escaliers, j'étais vraiment très très affaibli et j'étais incapable de m'entraîner correctement pendant bien 2 semaines, voire 3 semaines. Donc
J'ai vraiment fait un break au plein milieu de la saison parce que c'est la seule chose que j'avais à faire pour pouvoir récupérer. Et après, voilà, j'ai remis en route progressivement. Mes résultats se sont améliorés quand même à vue d'œil. Et voilà, l'équipe Bora voulait que je cours un peu plus en route parce qu'ils voyaient que mes valeurs revenaient un peu plus à la normale et qu'ils voyaient que j'avais un potentiel, mais en même temps, il y avait aussi les critères olympiques à aller chercher pour la qualification pour la France. Donc voilà, j'ai fait un choix. Je me suis plutôt concentré sur le VTT. J'ai eu un premier pic pour le championnat du monde. Je suis arrivé là-bas avec de grosses ambitions, même si j'avais pas une belle plaque sur le de départ, sur la short race et aussi sur la course. D'ailleurs, on t'a lu à ce sujet. Justement, il y avait eu une petite polémique sur le positionnement des coureurs pro-route. Ouais, bah, c'est ça. En fait, donc voilà, sur la short race, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas de problème, mais du coup, je fais une belle course, j'arrive à faire deuxième. Par contre, voilà, il y avait moins de monde au départ aussi, donc je suis parti un peu mieux placé. Mais par contre, voilà, sur la course de XCO, il y a eu une règle qui est sortie la veille de la course, comme quoi les coureurs qui étaient dans le top 20 UCI route avaient le droit d'être repositionnés sur la ligne. J'ai trouvé ça assez osé de l'UCI d'infliger ça aux athlètes la veille de la course. Dans le team, il y a même eu Peter Sagan justement qui a été placé devant toi. Alors qu'en plus, Peter était même pas dans le top 20 UCI, c'était vraiment du favoritisme. Et des fois, l'UCI, c'était anti-sportif pour moi. Et voilà, je pense que j'ai parlé un peu pour tous les athlètes, même les teams, parce que il y a des nations qui sont pas forcément qualifiées d'office aux Jeux Olympiques et qui se donnent les moyens via les fédérations de marquer des points sur beaucoup de courses. Et si des athlètes sont avantagés comme ça sur le positionnement d'une ligne et qu'ils arrivent à faire une certaine place qui leur sécurise une place aux Jeux Olympiques, c'est pas du tout fair play en fait pour les autres. Donc ouais, voilà. Donc quand on voit les écarts sur une course comme ça se joue à pas grand chose et j'étais vraiment pas loin de faire un podium, voire mieux. Nino est juste devant moi. Peut-être que si j'étais parti un peu mieux, qui sait, j'aurais peut-être pu faire mieux, on sait pas. Mais voilà, Tom est très fort, Sam était très fort aussi ce jour-là, mais je sais que je suis capable de les battre aussi, donc ça joue à pas grand-chose. Mais si on part pas sur le même pied d'égalité, c'est sûr que c'est pas correct, quoi. Sachant que sur les championnats, à contrario de la Coupe du Monde, le short track replace pas pour le cross-country. Ouais, voilà, c'est ça. C'est deux courses à part. On peut pas se servir du short track pour se positionner sur la ligne. Ouais. Ensuite, il y a eu les jets. Et ensuite, il y a eu les jets. Donc, entre-temps, j'ai couru sur route. J'ai fait le tour de Burgos. J'ai fait une belle perf. J'ai fait une 4e place sur un sprint. J'étais content. Ça m'a fait... cette course par étapes, ça m'a fait passer un palier aussi dans ma préparation. Et ensuite, il y a eu la course... il y a eu la Coupe du Monde d'Andorre où j'étais un peu malade après justement le tour de Burgos sur route. Et ensuite, j'ai refait un peu d'altitude et je suis parti sur la Coupe du Monde des G. Et au G, voilà, première victoire en Coupe du Monde de la saison en short race et aussi sur la course de XCO. Donc pour moi, c'était déjà un très gros critère de sélection coché, de fait. Ouais. Et ouais, ça m'a redonné une belle motivation pour la fin de la saison. Et vu que j'en avais bavé en début de saison avec mes pépins de santé, ça m'a reboosté et ça m'a redonné de l'énergie pour la fin de saison. Depuis que tu avais délaissé un tout petit peu le VTT pour partir chez BNB Hotel, tu étais quand même sur une progression énorme.
Le fait d'être passé en route, est-ce que ça t'a apporté des petites choses en plus, des minuties d'entraînement? Est-ce que tu as pris quelque chose de la route? La première année avec BNB, c'était un peu complexe parce que c'est une équipe française. Enfin, c'était une équipe française avec des méthodes d'entraînement un peu à l'ancienne, avec des DS à l'ancienne, et c'était pas du tout la même chose que ce que j'ai pu avoir chez Bora, avec voilà, toujours de la remise en question, essayer de faire évoluer les choses, et des DS qui ont beaucoup d'expérience, mais qui savent pertinemment que c'est pas parce qu'ils ont gagné avec leur méthode d'entraînement à l'époque que ça marche comme ça maintenant. Et je pense que cette remise en question-là, elle est primordiale, et c'est ce qui différencie des équipes pour le tour d'autres équipes. Et ouais, chez Bora, j'ai vraiment atterri dans une équipe ultra professionnelle. BNB, c'était une équipe professionnelle, mais le fonctionnement n'était pas assez professionnel pour pouvoir espérer de meilleurs résultats, en fait. C'est juste ça. Après, les coureurs avaient du potentiel. Il y avait vraiment de belles choses à faire, mais avec un meilleur accompagnement d'athlètes et beaucoup de préparation. Maintenant, on ne peut plus arriver sur les courses en se disant ça va peut-être marcher. Maintenant, on voit que toutes les équipes pour le tour, que ce soit les sprinters, même les punchers ou les grimpeurs, en fait, les coureurs courent beaucoup moins qu'avant et ciblent beaucoup plus de courses précises. Et en fait, ça marche que comme ça maintenant. Et on peut plus arriver et essayer de gagner comme ça au talent. Ça se fait, mais ça se fait quasiment plus. Et c'est l'approche que j'ai beaucoup aimée avec Bora. Et essayer de vraiment planifier la saison au millimètre pour que l'équipe soit la plus performante possible. Après, c'est quand même compliqué. Voilà. Il y a toujours des équipes qui partent à TID en altitude, d'autres qui font des courses. Et en fait, il faut avoir beaucoup de staff, beaucoup de directeurs sportifs qui suivent partout. Mais ça m'a beaucoup aidé pour voir vraiment tout cet aspect-là. Après, c'est très pointu aussi sur tout ce qui va être l'alimentation pendant la course, les stratégies à adopter par rapport aux étapes de plaine, par rapport aux étapes de montagne, à quel moment il faut s'alimenter, etc. Donc c'était vraiment très, très précis sur ces points-là. Et même au niveau de l'organisation aussi, c'était à l'allemande. Donc moi, je préfère quand c'est carré plutôt que quand c'est freestyle. Au moins on n'a pas à se disperser et on va droit au but. Donc j'ai bien aimé cette approche. Est-ce que sur le matériel aussi, il y a eu une différence sur ces 2 années de vélo de route? Ah oui, clairement. Quand je suis passé avec Bora, j'ai vraiment été bluffé du matériel. Donc j'ai commencé la saison avec le SL7 et j'ai fini la saison avec le SL8. Le SL7, c'était pour moi le meilleur vélo du monde, et après j'ai eu le SL8. Et la différence n'est pas énorme, mais il y a quand même une différence. Et quand on est athlète professionnel, et quand ça roule à plus de 45 de moyenne, on sent la différence. Et ouais, là j'ai vraiment apprécié le passage au SL8 et je me régale toujours avec. Est-ce que tu reviendras sur la route? Alors je sais pas encore, c'est la question qu'on me pose souvent, mais je préfère rester d'abord vraiment concentré sur cette saison olympique, vraiment me donner toutes les chances pour aller enfin décrocher cette médaille olympique qui me manque. Et après, si j'arrive à atteindre cet objectif, je prendrai une décision. Mais pour le moment, je reste vraiment concentré et focus sur cet objectif, et on verra un peu plus tard. Mais je pense que j'ai pas montré ce que j'étais capable de faire sur route. Donc je suis resté un peu frustré par rapport à ça. Je sais que ce sera pas facile et que c'est pas facile, parce que j'ai déjà pu courir et je sais comment ça se passe. Mais je sais que je peux gagner sur route. Mais est-ce que j'aurai l'opportunité de le faire ou pas, c'est autre chose. Mais je sais que je suis un peu frustré par rapport à ça, mais bon, j'ai quand même aussi des belles choses à faire en VTT. Et après, ce qui est difficile aussi pour
pour un athlète comme moi, quand on veut faire les deux disciplines, c'est vraiment de jumper entre deux équipes. Ça, c'est vraiment un point assez compliqué à gérer. Même si l'an dernier, j'avais la même marque de vélo, c'est pas la même structure non plus, donc c'est quand même assez complexe. Il y a des managers différents, des directeurs sportifs différents, et si la communication n'est pas bonne, ça peut être un peu compliqué. Donc je pense que voilà, quand il y a Tom Pidcock ou Mathieu qui vont faire du VTT, c'est pas la même chose, et je pense que c'est quand même plus facile d'avoir la même structure, et c'est au niveau de la logistique, de la préparation, etc., c'est un peu plus facile et tout est mieux peut-être coordonné. Donc c'est pour ça que je sais pas si j'aurai l'opportunité de refaire la route ou pas par rapport à ça en fait. Et quand tu étais passé sur la route, tu avais évoqué un rêve d'enfant, que ça t'avait toujours fait rêver d'être cycliste pro sur route. Et c'est intervenu au moment où tu étais à ton prime en VTT, tu venais de gagner 2 Coupes du Monde. Est-ce que ça a été quand même, malgré que ce soit un rêve, une décision difficile à prendre, où tu t'es quand même pas mal posé de questions, ou vu que tu as eu l'opportunité, tu t'es dit j'ai toujours voulu ça, j'y vais et on verra comment ça se passe? Après, c'était la seule chose qui a été risquée un peu dans l'histoire, c'était en fait, c'est ce qui s'est passé, c'était d'apprendre quelque chose de différent, de prendre une claque et d'en chier. C'était ça en fait le seul risque. Et dans tous les cas, je m'étais dit que je reviendrais au VTT pour les JO de Paris. Donc voilà, j'ai eu moins de temps que prévu parce qu'il y a eu le Covid et que j'ai pas eu les 4 ans qu'il y a normalement entre les Olympiades. Mais peut-être que s'il y avait eu une année supplémentaire, ça aurait été aussi peut-être plus facile et ça m'aurait laissé une année de plus pour essayer. Mais bon, ça s'est fait comme ça et puis je regrette pas. Mais en fait, je suis arrivé en fin de 2021 avec une saison, on va dire, pas millimétrée, mais presque. Et à une saison de 2022 où elle a en fait très mal commencé avec zéro préparation spécifique. Il faut que tu roules parce que tu viens de VTT. Il faut que tu bouffes des heures et des heures. Du coup, j'étais pas à mon niveau parce que j'étais fatigué et que il y a rien eu de progressif et il y a rien eu de structuré. On m'a tout fait tout courir pour que je prenne de la caisse, mais on passe pas de semaine de 20 heures, 25 heures à la semaine de 35 heures, quoi. C'est pas possible. Donc il n'y a pas eu vraiment de palier de décompression. De palier, ouais, on va dire intermédiaire, sachant que avec moins d'heures, j'aurais pu aussi bien performer. Avec la récupération aussi, j'aurais bien pu performer. Je suis allé sur Paris-Nice, je sortais du Covid, j'étais pas du tout en forme. Bon, voilà, j'ai fait quand même des belles étapes, mais j'étais pas du tout à mon niveau. Mais en fait, plus je faisais de courses et plus je me fatiguais en fait. Donc il y avait jamais de période de récupération. Et en plus, j'ai été papa en avril de l'année 2022 et ça a été encore plus compliqué parce que en plus de ça, je partais sur les courses de VTT, mais j'avais pas autant de support que quand j'étais en route. Donc c'était vraiment assez compliqué cette saison pour moi. Mais voilà, j'ai appris et au moins j'ai pas recommencer 2 fois les mêmes erreurs. Oui, tu vois, Mika, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de changer de discipline. Victor qui gagne des Coupes du Monde en VTT, il peut pas claquer des doigts non plus et passer sur la route. Et il a réussi à le faire, comme je disais, sur le Tour de Burgos. Je sais plus si c'était une World Tour ou une... Non, c'était pas une World Tour, c'était une Pro. Ouais. C'était une Pro. Déjà, Victor, il lui fallu un moment d'adaptation. Donc, l'exemple qui est toujours... dont on fait toujours la promotion avec Van Der Poel, Pidcock, Van Aert, il est à prendre quand même avec des pincettes parce que c'est plus qu'une minorité. Victor fait partie de ces athlètes-là, mais ils sont vraiment très, 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 très peu nombreux. Et ce qu'on voit pas, et ce que Victor a évoqué, c'est tout le changement et toutes les adaptations qu'il y a derrière. C'est pas juste, au lieu de prendre mon vélo de route aujourd'hui, je prends mon VTT et je vais rouler, quoi. C'est pas juste les pneus et les chaussures qui changent. Donc ouais, c'est
faut prendre ça en compte et très peu d'athlètes sont capables de le faire. Je pense, comme tu disais, vraiment le plus important, c'est avoir la même structure, une saison structurée à l'avance et faire les choses très très bien et millimétrées pour que ce soit le plus fluide possible en fait. 74, le podcast vélo de Specialized, Michael Carminati. Tu es quelqu'un de pointilleux sur tout ce qui est préparation physique, nutritionnelle ? Oui. Je veux pas me lancer des fleurs, mais oui, de toute façon, c'est ce qui fait maintenant la différence après tant d'années au niveau. J'ai envie de dire, j'ai appris beaucoup de choses et en général, j'essaie de pas reproduire deux fois les mêmes erreurs et quand il y a des choses qui fonctionnent bien pour moi, j'essaie de les garder. Donc voilà, le fait d'être pointilleux et méticuleux au quotidien, c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à être et à rester au niveau plusieurs années d'affilée ou plusieurs saisons d'affilée. Donc c'est l'alimentation et l'entraînement et le sommeil en font partie et si on arrive à trouver le bon équilibre dans tout ça, on arrive à faire des saisons très régulières et d'être fort comme on le disait tout à l'heure, de mars à octobre, en ayant peut-être des fois des coups de fatigue, mais en restant quand même très performant. Tu as un ou plusieurs coachs qui te suivent ? Alors oui, j'ai un coach qui est avec moi depuis 2019 et voilà, on apprend. En fait, on communique beaucoup tous les deux et personne va à l'encontre de l'autre. En fait, on essaie de faire avancer les choses ensemble. On communique beaucoup et en fait, j'aime bien cette approche parce que c'est mon entraîneur, mais en fait, c'est une discussion qu'on a entre ce que je pense qui peut être bon pour moi et ce que lui pense qui peut être bon pour moi, en fait. Et en fait, on trouve un équilibre entre tout ça, et c'est peut-être des fois moi qui m'entraîne via mon entraîneur. Et en fait, c'est vraiment un échange très intéressant parce que je sais ce qu'il me faut, lui aussi. Et après, voilà, on ajuste vraiment, même des fois au jour le jour. Hein, c'est même pendant ma sortie, des fois, il y a un coup de téléphone. Est-ce que je fais ça ou pas ? Je me sens fatigué, je me sens bien. Même des fois, c'est moi qui prends mes propres initiatives pendant les entraînements parce que je sais que ça va m'être bénéfique ou non. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire peut-être rajouter une série le jour où je me sens bien et en enlever une un jour où je suis complètement cramé. Donc je pense que la relation entre le coach et l'athlète est hyper importante et aussi l'expérience de l'athlète est hyper importante parce que là où peut-être certains athlètes vont stresser parce qu'ils vont pas savoir quoi faire, et en fait c'est là où c'est difficile aussi, c'est est-ce que je passe la barrière je vais au-dessus de moi parce qu'on m'a dit de faire ça et je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, ou est-ce que on prend du recul et on se dit en fait non, il n'y a pas de sens de se mettre dans un état comme ça à ce moment-là de l'année ou à ce moment-là de l'entraînement. Donc en fait c'est vraiment l'athlète qui doit être aussi capable de se connaître, et je m'écoute beaucoup et je pense que ça marche très bien maintenant parce que je m'écoute beaucoup, je suis à l'écoute de moi-même, et quand des fois je sens que ça va pas, je force pas, et l'avantage aussi d'avoir un programme de course très peu chargé, c'est qu'on peut vraiment planifier des pics de forme assez facilement, on va dire, sans qu'il y ait de fatigue engendrée via les déplacements et les courses, parce que c'est des fois en fait quand on fait 2 week-ends de course d'affilée, en fait on s'entraîne pas, on s'entraîne quasiment pas, on essaie de maintenir une certaine forme mais on s'entraîne pas, alors que quand on part 3 semaines s'entraîner à la montagne ou j'en sais rien, en fait, on peut faire quelque chose de structuré, et moi, en fait, j'adore aussi m'entraîner, et c'est parce que j'adore m'entraîner que je suis capable aussi de partir comme ça en camp d'entraînement et faire ça. J'adore structurer les choses, avoir ma routine. Je sais que
le matin, je vais rouler, l'après-midi, je fais ma sieste, après, des fois, je fais ma séance de muscu, ou des fois, je fais de la muscu le matin et de la récup l'après-midi. Voilà, je m'organise mes journées, je sais ce que je dois manger, à quelle heure, etc. Et en fait, je suis calé comme une horloge, et en fait, je fais ma vie, et ça se passe bien. Donc beaucoup de rigueur, beaucoup de suivi, mais aussi beaucoup d'écoute de la sensation, tu l'as dit. Tu as intégré depuis longtemps les outils modernes d'entraînement comme le capteur de puissance. On vous a vu aussi sur le circuit pro avec des montres désormais qui relèvent tout plein d'informations. Est-ce que ton coach utilise des outils modernes, électroniques, pour justement réajuster ta sensation, dire, comme tu disais, il faut rajouter une séance, il faut en enlever? Ah ouais, c'est clair. Voilà, on a la chance d'avoir... j'ai la chance d'être équipé avec la montre Whoop qui donne beaucoup d'informations sur la santé et sur la santé de l'athlète, avec la variabilité cardiaque qui est quand même importante. Après, la variabilité cardiaque, on peut la prendre avec une ceinture cardiaque classique. Mais disons que là, en fait, l'avantage de cette montre, c'est qu'on la porte tout le temps, au quotidien, et qu'on a des valeurs tous les jours. Il y a énormément de valeurs. Il y a la fréquence respiratoire, c'est-à-dire le nombre de respirations qu'on fait par minute, il y a la température corporelle, il y a la variabilité cardiaque, la fréquence cardiaque au repos, etc., etc. Et en fait, il y a beaucoup de valeurs, et ça nous permet de vraiment savoir où on en est, et de savoir aussi quand il y a une période un peu plus difficile, si on doit peut-être se reposer, ou alors en mettre un peu plus. Donc c'est vraiment un super outil, et d'avoir beaucoup de valeurs. En fait, il faut plus on monitor de choses, et plus on est précis après sur l'entraînement derrière. Ouais. Mais est-ce que tu arrives à... Tu fais plus confiance à ton ressenti, ou est-ce que te dit ce que te donnent les valeurs de ta montre? Ou est-ce que si ça, est-ce que ça t'influe? En fait, je les dissocie complètement. En fait, c'est que j'ai les deux valeurs. J'ai mon ressenti à moi, et puis la valeur de la montre, et je sais exactement en fait ce que dit la montre. C'est souvent ce que ce que je retranscris à mon entraîneur, en fait. Donc ça m'arrive des fois de pas forcément regarder. Il y a des moments où c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est surtout aussi pour mes entraîneurs qui comprennent bien, et plus on la porte, plus elle nous connaît, et en fait c'est juste un outil, en fait, mais ça va jamais remplacer non plus mes sensations qui sont primordiales pour mon coach, pour pouvoir m'entraîner sur une semaine d'entraînement. Ouais. Tu l'as dit, tu es devenu papa récemment. Est-ce que ça change la donne? Oui. Alors ouais, donc j'ai été papa en avril 2022. Et j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui gère au quotidien, parce que c'est pas évident. J'ai été papa, et quelques jours après, je partais déjà en déplacement sur une course. Donc il faut gérer. Elle s'occupe que de lui depuis 2 ans, parce qu'il a eu 2 ans là, il n'y a pas longtemps. Et non, c'est pas facile au quotidien pour elle, mais elle le fait aussi pour moi, pour ma performance. Et mais après, c'est vrai que c'est aussi pour moi, c'est aussi génial de l'avoir avec moi au quotidien. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand il est là sur une course, ou même quand je suis en déplacement, c'est différent. C'est une motivation différente, et ça me donne envie peut-être encore plus de me surpasser. Donc heureusement que j'ai une femme sur qui je peux compter quand je suis pas là, parce que si je suis autant à l'aise aussi en déplacement, c'est parce que je sais que je peux compter sur elle quand je suis pas là, et elle gère le quotidien, donc c'est pas facile. Donc ce cocon familial, cette bulle, elle est importante aussi pour libérer la tête et se concentrer que sur les valeurs du sport, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que voilà, quand j'ai pas un métier peut-être classique, on va dire, et quand j'arrive à la maison, je suis content de voir mon fils, mais par exemple quand je rentre là du Brésil, avec le décalage horaire, etc., je peux pas être à 100% pour lui en instantané, parce que
je suis fatigué, j'ai passé en fait j'ai passé 15 jours avec du monde, j'ai peut-être envie me retrouver un peu seul, etc. Mais en même temps je suis content de le retrouver, donc je suis un peu tiraillé, mais ouais, Léa elle gère bien ça au quotidien, elle arrive à me comprendre aussi, et on a trouvé un bon équilibre, et ouais, ça se passe super bien, donc c'est top. Puis maintenant voilà, il a 2 ans, il commence à faire beaucoup de draisienne. Enfin, ça fait un moment qu'il fait de la draisienne, mais il va bientôt jumper sur un vélo, et on essaie de partager pas mal de temps ensemble, et l'avantage de l'avoir avec moi aussi au quotidien, c'est que voilà, des fois je m'absente pendant plusieurs semaines d'affilée, mais voilà, quand je suis à la maison, j'essaie de partager beaucoup de moments avec lui les après-midi, quand je m'entraîne pas. On va balader ensemble, et je lui fais découvrir des choses, on va voir des animaux, etc. Et on passe un peu un moment entre un fils et son père classique, on va dire, mais voilà, des fois je m'absente, et des fois je suis là toute la journée, donc c'est cool. Est-ce que tu penses que quand il sera plus grand, il va ruiner ton jardin comme tu ruinais celui de tes parents avec les tremplins et tout ça? Sûrement, parce que mes parents, surtout ma mère, elle était pas trop d'accord quand j'utilisais la terre et les planches, etc. Mais oui, forcément qu'il va le faire, ça va être le passage obligatoire. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. On parle VTT maintenant, on revient un petit peu au cross-country. Victor, depuis quelques années, on assiste à une forte évolution du tracé des parcours, de la technicité ainsi que l'engagement qui est demandé. Ça joue aussi visiblement un peu en ta faveur. Quelle évolution tu as vue, toi, depuis le début ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que mon œil extérieur est bon et pertinent ? C'est un sujet assez délicat, dans le sens où, en fait, visuellement, ça paraît plus difficile maintenant qu'avant. Sauf qu'en fait, avant, on n'avait pas de tirage télescopique, on n'avait pas de roue de 29 pouces, on était très souvent en semi-rigide. Et maintenant, en fait, c'est visuellement très impressionnant, mais par rapport à l'évolution des vélos, c'est pas forcément... C'est en adéquation plutôt. C'est en adéquation, ouais, c'est pas en phase, et je pense que avec les vélos qu'on a actuellement, on pourrait faire des choses encore plus engagées et plus grosses. Et c'est déjà très très difficile, hein. C'est pas des circuits faciles en Coupe du Monde, loin de là. Mais disons que maintenant on a des vélos très performants pour aller vite sur des fois en fait, on a beaucoup d'ébattements, mais c'est plutôt pour aller vite en fait, les circuits, il y a une grosse moyenne, en fait. Et on est maintenant, les 2 courses au Brésil, on était, je crois, à chaque fois au-dessus de 23 km/h de moyenne, donc c'est quand même beaucoup. Et en fait, on a besoin que les suspensions soient très sensibles, mais sur des petits impacts qu'on prend très vite, en fait. Même quand on est assis, en fait, sur la selle, mais c'est pour ça, des fois, qu'on a besoin de débattement plus que les difficultés en elles-mêmes, en fait. Donc, alors il y a des circuits qui restent encore avec des parties naturelles et qui sont quand même assez difficiles. J'ai dans ma tête, Val-Nord, j'allais dire Val-Nord. Mont-Sainte-Anne, il y a Lenzerheide aussi qui reste encore un circuit où ça tape beaucoup. Mais c'est vrai que de plus en plus, les organisateurs préfèrent des spots très impressionnants, et aussi de peut-être diminuer la difficulté des circuits pour que ça puisse arriver avec peut-être plus de suspense aussi, et que ça finisse à des groupes de 3, 4, 5. Et en fait, sur les 2 courses au Brésil qu'on a vues là, c'est des circuits ultra rapides et ultra modernes, en fait, et on voit que ça plaît aux spectateurs, c'est normal, parce qu'il y a de la bataille jusque dans le dernier tour. Et c'est bien, je pense, pour le spectacle et pour le show. Après, pour les pilotes techniques, c'est pas forcément ce qu'il y a le mieux, mais oui, on peut quand même toujours faire un peu d'écart sur les parties techniques. Ça dépend les circuits, mais dans l'ensemble, on peut toujours faire un peu d'écart. Mais ça reste des circuits très rapides et qui se jouent très très souvent dans le dernier tour.
Ouais, il y a un peu plus d'engagement qu'avant, mais pas forcément plus de technicité. Les descentes, elles sont rapides, c'est ça. Mais et toi, notamment avec le TRJV que tu as fait quand tu étais jeune, le trial et tout ça, sur les descentes très, très techniques et où ça roule pas forcément vite, c'est là où toi, tu aimerais plutôt faire des différences dans ce type de partie plutôt que... Ouais, il y a même des fois des endroits en montée où en fait il peut y avoir des parties techniques en montée aussi. Et ça, il y en a de moins en moins en fait. Par exemple, avant on pouvait avoir peut-être 3-4 S d'affilée dans des racines en montée, limite trialisante. Et maintenant ça va être ultra rapide. Et maintenant on a même des relevés en montée. Donc ouais, on monte à fond, on descend à fond, et il y a moins de parties un peu trialisantes ou de prendre de virages un peu, on va dire, peut-être à l'arrêt, des trucs comme ça, il n'y a presque pas ça. Donc ouais, je pense que c'est bien, ouais, pour le visu. Après, pour les athlètes, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, parce que par exemple, là, au Brésil, la texture de la piste avait vraiment l'air... Enfin, c'était tout plat. Certes, il y avait des racines, mais quand on peut comparer à des circuits comme par exemple Nove Mesto, où là, je pense que du coup, dans les bosses, techniquement, on peut faire aussi la différence en passant à vélo et d'autres non. Ouais, limite maintenant, Nove Mesto, c'est le circuit qui s'éloigne plus du standard actuel, en fait. C'était celui, à l'époque, qui se différenciait par sa modernité, et maintenant, c'est celui qui est le plus loin, qui est le plus old school, en fait. Donc, ouais, en fait, ça évolue très, très vite. C'est vrai que je pense que d'un regard extérieur, on ne se rend pas compte de l'évolution des circuits comme ça. On se dit que voilà, ça évolue, mais pas aussi vite. Mais quand on est athlète, on voit vraiment l'évolution. Et par exemple, il y a des sites où on fait des courses depuis des années. Et en fait, je parlais de Land the Ride, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Land the Ride, il y avait des parties où on avait des racines et tout ça. Et en fait, plus les années passent, et plus il y a des endroits, en fait, on va tout droit. On évite les parties techniques, ou alors sur des racines, ils rajoutent un peu des graviers, etc. Et en fait, ça enlève ces parties un peu difficiles qui pouvaient faire des écarts pour que tout reste condensé et que ça se joue au sprint ou au finish dans les derniers mètres. Ouais. Ouais, du coup, on parlait des circuits qui ont évolué. Ils sont aussi plus courts. Les temps autour, ils sont de plus en plus courts, et vous faites, là, à la dernière, à Raxa, vous faites combien ? 8 tours ? Ouais, il y avait 8 minutes 30 par tour. Voilà, on aurait pu même faire un tour de plus parce que la course était assez courte quand même. Et est-ce que du coup, dans la manière d'aborder, donc le fait que les circuits soient plus nerveux, plus rapides, et que les temps autour ils soient plus courts et donc vous faites plus de tours, est-ce que ça change un peu la tactique de course et la manière dont tu cours par rapport à il y a 4, 5, 6 ans ? Ouais, ça change quand même beaucoup. Faut être un peu plus stratégique. Il y a l'aspect aérodynamisme qui compte beaucoup, mais bon, après je vais pas trop en dire plus parce que mes adversaires ils vont me prendre exemple sur moi. Non, mais voilà, c'est vrai que l'aspiration qu'on connaît en route est de plus en plus importante en VTT, et encore plus avec les standards actuels des circuits. Donc l'aérodynamisme a un point très important, et il va avoir encore plus d'importance dans le futur en VTT, c'est sûr. Est-ce que tu penses que, toujours dans l'évolution, mais on pourrait revenir au fur et à mesure, notamment des retours des pilotes, parce que je pense qu'ils sont quand même pris en compte par les organisateurs, à des circuits comme je pense à la Bresse, qui était un circuit bien naturel, où certes il était très difficile, donc ça n'arrivait pas à 5 pour la gagne, ça arrivait un par un avec 10, 20, 30 secondes d'écart chacun. Mais est-ce que c'est quelque chose d'envisageable où on tend vraiment, et tous les organisateurs s'accordent à tendre vers les circuits actuels, celui qu'on va voir au JO notamment? Après, il y a eu l'arrivée de Warner Bros là, pour la rediffusion des Coupes du Monde. Et c'est aussi un standard que eux imposent aussi par rapport à la rediffusion télé. Et d'avoir des circuits courts comme ça fait de l'audience, ça fait de la vue, et d'avoir une bataille comme ça jusque dans le dernier tour, ça fait de l'audience. Donc c'est quand même bien pour le VTT d'avoir des circuits comme ça, mais il y a des fois, si vous avez la même discussion avec Nino par exemple,
lui va être plutôt du même avis que moi sur des circuits plus naturels avec plus de différences à faire sur les parties techniques, parce que c'est vrai que les athlètes techniques comme Nino et moi, on peut dire qu'on est quand même assez technique et qu'on a nos cartes à jouer sur des passages techniques. On a moins cette carte à jouer là maintenant sur les circuits modernes, donc ça nous aide pas plus que ça. Après, quand c'est technique, on est toujours à l'aise et on sera toujours plus à l'aise qu'une personne qui est moins à l'aise techniquement, ça c'est clair, et on a toujours cet avantage, mais on peut plus trop faire de différence comme ça pouvait se faire avant sur des descentes plus longues. Maintenant en fait on descend pendant c'est rare des descentes de plus de 30 secondes, et sur 30 secondes entre un athlète ultra fort techniquement et quelqu'un qui va être un poil en dessous, il va y avoir 1 seconde, 2 secondes. En fait, c'est rien, parce que ça recolle direct sur la relance et voilà. Donc, ouais. Après, il y a des circuits où ça reste toujours comme ça, comme Mont-Sainte-Anne, on l'a dit, mais ça reste des circuits plutôt rares comme ça. Et du coup, tu parlais de Nino. Lui, pour le coup, il a vraiment, entre guillemets, traversé les époques. Et il a connu les circuits à l'ancienne, les circuits plus modernes comme Nové Mesto, et maintenant encore ça. Et il arrive encore à s'adapter. Est-ce que tu penses que, notamment aux JO, qui probablement seront ces derniers quand même, il va toujours... je pense, il va se préparer pour essayer gagner sa 2e médaille olympique. Mais comment toi tu vois cette longévité et le fait qu'il arrive toujours, malgré les nouvelles générations, les circuits qui changent, à toujours être là et tenir tête et jouer les premiers rôles, quoi. Après, déjà, c'est un athlète ultra performant et aussi qui se remet toujours en question, je pense, pour améliorer ses performances. Donc c'est ce qui fait qu'il a une très très longue longévité et qu'il est toujours présent. Après, il travaille beaucoup aussi, et au niveau du matériel, etc., et sa préparation, il est aussi très pointueux. Donc voilà, il a toujours évolué avec les circuits, même avant les circuits. Et même au niveau matériel, il a toujours essayé d'avoir une longueur d'avance. Et il est très pointueux aussi sur le matériel, donc ça l'aide forcément par rapport à ça. Mais voilà, après pour lui, disons que des circuits dynamiques actuels, c'est pas ce qui l'avantage, parce que lui, ça va être plutôt un guerrier sur des circuits vraiment plus difficiles. Et là, ouais, c'est plus complexe de performer sur des circuits dynamiques comme ça qui réussissent plutôt à des coureurs très, très punchers et plus jeunes, on va dire. Ouais, parce qu'il commence à avoir de l'âge. Franchement, respect, hein, à 38 ans, être toujours là en top 10 Coupe du Monde, il y a des coureurs qui n'ont jamais réussi à rentrer dans le top 10, top 15 d'une Coupe du Monde. Déjà, faire un top 10 en Coupe du Monde, c'est quelque chose, mais de le faire à 38 ans, être là, en plus, les 2 premières manches, il était malade. Mais Nino, voilà, il faut jamais l'enterrer, il peut toujours être performant, et il est encore capable de gagner des Coupes du Monde. Victor, justement, tu parlais au tout début de cette question de l'évolution des machines. Donc, je voudrais qu'on évoque avec toi tes 2 principales machines cette saison. Donc, le Specialized Epic World Cup et le Specialized Epic 8 avec le système Fly Attendant de notre compagnon RockShox et SRAM. Voilà. Est-ce que déjà tu as participé en amont au développement de ces plateformes ? Alors par rapport au Fly Attendant, j'ai été choisi l'an dernier comme pilote officiel pour lancer le Fly Attendant. Donc j'ai pu rouler avec sur le championnat du monde. On était seulement 2 athlètes chez Specialized à rouler avec, et il y avait que peut-être même pas une dizaine d'athlètes à rouler avec sur la fin de saison l'an dernier. Donc c'est vrai que pour moi ça a été un bel avantage d'avoir ça l'an dernier, sachant que cette année on roule avec. Donc ça m'a permis de prendre un peu une longueur d'avance sur le produit, comment le régler, affiner les réglages. Mais après voilà, on a fait chacun
chaque athlète qui a roulé le fly attendant en fin d'année a fait son retour, mais le produit, quand il arrive avec l'athlète, c'est déjà un produit qui est quand même très, très abouti. Et à part faire quelques ajustements, il n'y a plus grand chose à faire. SRAM et Rockshocks nous propose le fly attendant et c'est très, très abouti. Donc, à part quelques mises à jour sur du fonctionnement de système, il n'y a plus grand chose à faire, on va dire. Donc non, j'ai pas participé au développement du fly attendant. Mais par contre, ouais, ça reste un super outil. Et pour la perf, c'est génial, ouais. Enfin, c'est hyper dynamique, hyper réactif. Au niveau concentration mentale, on a besoin de moins se concentrer. Tout est plus naturel en fait, donc il n'y a pas de perte d'énergie de ce côté-là. Et le système en fait est très réactif et il va les positions donc on a ouvert pédale et fermé, donc on a 3 positions et le système va être sans cesse en train d'osciller entre ces 3 positions là. Pour donner un ordre d'idée, peut-être sur un tour ça va bouger entre ces 3 positions là, ça va peut-être bouger 80 fois, alors qu'à la main on est capable de le faire peut-être entre 5 et 10 fois à peine. Donc voilà, c'est beaucoup plus réactif et le système calcule plus vite que notre cerveau. Donc ouais, c'est un super produit et en tout cas depuis que je roule avec, je me régale et j'ai trouvé maintenant mes réglages, donc c'est super. Quand utilises-tu la version World Cup et quand utilises-tu la version Epic 8 ? Tu as déjà une idée en tête ou pour l'instant c'est pas fixe ? Alors pour le Brésil, c'était une première pour nous sur les 2 circuits. Sur le premier à Méripora, c'était vraiment entre les deux. On a eu 50-50 dans les athlètes. Moi, j'ai opté pour le World Cup. Mais c'était vraiment entre les deux. Je pense que ça dépend du circuit, ça dépend de l'athlète. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Après, je vais pas spoiler la prochaine question, mais pour les jeux, j'ai envie de rouler avec le World Cup et pour moi c'était important de courir aussi cette première manche de Coupe du Monde avec le World Cup aussi pour courir avec et pour m'approprier bien le vélo, parce que c'est vrai qu'à la maison je roule souvent avec le Epic 8 parce que c'est quand même assez cassant ici, mais le World Cup pour moi en tout cas ça reste un vélo très intéressant et un vélo qu'on utilise spécifiquement sur certains circuits. Il n'y a pas beaucoup d'épatement, mais souvent ça suffit en fait sur un circuit de Coupe du Monde et ça permet d'avoir un vélo ultra réactif. Et même si on n'a pas le fly attendant dessus à l'arrière en tout cas, l'amortisseur est aussi c'est un amortisseur on peut qualifier de dynamique qui va réagir en fonction du terrain et en fonction de la puissance dégagée par l'athlète. Donc quand on force, on a l'impression d'avoir un vélo rigide et bloqué, et quand on a une difficulté ou un rocher à sauter ou une marche, un saut, et on a l'amortisseur qui s'ouvre et du coup ça apporte un réel confort. Donc pour moi c'est vraiment 2 vélos complémentaires et c'est important d'avoir la possibilité d'utiliser les deux, mais en tout cas la rigidité du World Cup est super. On a aussi une rigidité qui a vraiment été améliorée là sur le Epic 8. C'est le vélo de cross tout suspendu classique, c'est le meilleur vélo que j'ai jamais roulé en cross-country. Donc ouais, on est gâté et des fois c'est difficile de choisir entre les deux. Mais voilà, après on n'a aucune pression de l'équipe. C'est notre choix qui est le plus important. Et il faut juste qu'on soit à l'aise et qu'on valide le vélo avec lequel on peut rouler. Et après voilà, on a la chance d'avoir aussi toujours les vélos avec nous sur n'importe quelle course. Et voilà, comme ça, on peut sauter d'un vélo à l'autre entre 2 tours et décider de
lequel est le plus approprié. La plupart du temps, tu roules quel réglage sur le World Cup? Full gulp, mid gulp? Alors, ça dépend les circuits, mais moi j'aime bien le rouler en no gulp, donc du coup complètement rigide, on va dire, le réglage le plus rigide. Après, ça m'arrive de l'ouvrir un peu plus, mais c'est très 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 rare. Mais ouais, après, avec l'avantage avec le réglage du gulp, c'est qu'on peut, en fait, il y a les pré-réglages. Donc no gulp, mid gulp et full gulp. Et après finalement on peut régler où on veut. Donc c'est l'avantage. Et des fois il y a des coureurs qui mettent un quart de gulp. Donc voilà, il y a toujours des petits réglages à faire. Mais c'est vrai que même pour le consommateur, on peut régler l'amortisseur et le réglage qu'on veut. Tout le monde peut régler un quart, un demi ou trois quarts. Voilà, c'est vraiment facile à faire. Et du coup ça permet de peaufiner et d'ajuster vraiment parfaitement, quoi. Tes deux VTT sont réglés exactement pareil? Tu as déjà fait tout ce qui est études posturales avec le Retool Fit chez nous? Oui, donc tous les athlètes spécialistes de l'équipe ont fait leur Retool avec moi je l'ai fait avec le SL8, avec le World Cup, avec le Epic 8 et l'an dernier avec le Epic aussi Evo. Donc à chaque vélo on est positionné parfaitement dessus, et comme ça après j'ai la même position que ce soit sur mes vélos de course, mes vélos d'entraînement, et comme ça j'ai aucune douleur, et je sais que quoi qu'il arrive, que je sois au Brésil ou aux États-Unis, s'il arrive quelque chose sur mon vélo, je vais avoir la même position et je vais être bien sur mon vélo. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. On t'a récemment vu aussi avec, si on parle pneumatique et pression, avec l'arrivée d'un plus gros volume, avec l'arrivée du 2.4, tu as évolué avec ça ces derniers temps? Ouais, donc du coup, donc on a eu alors je roule avec déjà depuis l'an dernier. J'ai roulé avec, je pense que ma première Coupe du Monde avec, c'était Lens Ride. Donc ça remonte quand même à un bon bout de temps maintenant. Et donc du coup c'était 2.5, donc on a les 2.35 et les 2.5, et la structure, le nom c'est le Captain. Donc j'ai été le premier à rouler avec l'an dernier. Tout le monde me prenait un peu pour un fou parce que c'était trop gros, et le pneu paraît assez fin, assez fragile, mais moi je l'ai roulé par chez moi, et j'ai vite compris qu'il n'était pas fragile du tout, parce que il y a beaucoup de cailloux par ici, et Tu roules en mousse ou tu roules sans mousse? Alors non, la plupart des athlètes on roule sans mousse. On a la chance d'avoir des super jantes et des super pneus, donc on est quand même bien protégé par rapport à ça. Même les risques de crevaison par pincement, ils sont vraiment limités avec les jantes qu'on a. Avec le bord plat, j'ai pas pincé, je pense, depuis que je suis avec Specialized. Ça m'est pas arrivé, donc je touche du bois, mais... Ouais. Mais non, ouais, c'est vraiment un super combo. Et ouais, donc les gros pneus, pour moi en tout cas, sont vraiment géniaux. Et là, on a pu voir sur les courses au Brésil, on a couru avec sur les deux courses. Sur la première, on a fait la short race et le cross country avec. Et sur la deuxième, j'ai pas fait le XCO avec, mais j'ai seulement fait le XCC. Mais ouais, la résistance au roulement et le confort du pneu est vraiment, vraiment top. Et ouais, ça vaut le coup d'être essayé et roulé en tout cas. Bon, pour le moment, les consommateurs ne peuvent pas le rouler. C'est un pneu qui est réservé au team. Mais voilà, ça rejoint toujours la recherche et le développement qu'on fait autour de nos produits qui sont roulés par les meilleurs pilotes du monde. Ça ne devrait pas tarder. Donc, voilà. Donc du coup, pour parler aussi un petit peu matériel, on peut voir des jantes différentes, des roues différentes sur ton Epic 8 que tu as roulé. Donc ce sont des roues qui vont sortir prochainement. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur ces nouvelles roues par rapport aux anciennes?
Alors, donc la base de la paire de roues, c'est quasiment la même. La jante est quasiment identique aussi. C'est vraiment, la différence, elle va vraiment se faire au niveau des rayons. Donc, ce sont des rayons carbone. On passe de 24 à 20 rayons en carbone. Et donc, du coup, on gagne un peu de poids sur les moyeux parce qu'il y a moins d'accroche de rayons. Sur les jantes aussi, parce qu'il n'y a que 20 trous, et pareil sur les rayons, on gagne du poids. Donc la paire de roues est encore plus légère. J'ai roulé avec l'an dernier sur quelques courses. Cette année, j'ai fait les 2 premières Coupes du Monde avec, soit XCC ou XCO. Mais voilà, c'est vraiment des roues exceptionnelles. Voilà. C'est vraiment des roues haut de gamme VTT. Quand c'est peut-être très très rocailleux et très cassant, ça va peut-être pas être la roue idéale. Mais quand c'est un circuit de Coupe du Monde et qu'on a besoin vraiment d'un gros rendement, c'est vraiment la paire de roues idéale. Et voilà, on a la chance d'avoir toujours l'opportunité de pouvoir rouler avec les rayons acier sur des circuits très très cassants et où on a besoin de beaucoup de grip. Donc voilà, on a toujours, c'est l'avantage qu'on a chez Specialized, c'est qu'on peut, voilà, on a vraiment beaucoup de produits différents et on a la chance de pouvoir choisir à chaque fois le matériel qui nous correspond le mieux et qui nous convient le mieux sur une course en particulier. Mais ouais, les roues, quand je les ai essayées la première fois, c'était quand même assez bluffant en termes de rigidité. Voilà, en fait, on a l'impression de rouler avec limite une paire de roues de route. Donc, ouais, c'est en termes de rigidité latérale et même en rigidité en termes de traction, c'est quand même assez bluffant, même au freinage. La roue en elle-même est vraiment très très, très rigide. Et ouais, je pense que c'est les roues de VTT les plus rigides que j'ai jamais roulées. Ouais. À savoir que ces paires de roues, ces toutes nouvelles roues que le Team Factory roule, seront une édition limitée qui va donc sortir fin mai. Donc c'est vraiment une pièce entre guillemets unique qui sera proposée dans un beau coffret et voilà, une présentation, un packaging et un accompagnement autour des roues qui sera vraiment exceptionnel et limité. Juste pour finir sur le VTT, tu collabores avec James Gonzalez par le biais de sa structure, JRS Racing. Est-ce que lui intervient sur tes suspensions ? Du coup, depuis cette année, James m'accompagne sur la partie mécanique sur les courses. Il n'était pas là au Brésil, mais il sera là sur Novo Mesto. C'est lui qui monte mes vélos et qui entretient aussi mes vélos. Donc là, il va y avoir le championnat de France, il sera là aussi avec moi. Et ouais, non, donc il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire sur les suspensions, qu'on n'a pas le droit de modifier, mais il y a des choses à faire et l'entretien et la préparation et le réglage des suspensions, ça on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Et voilà, rien qu'un super entretien, un super réglage, c'est primordial en VTT et surtout en cross-country, parce que en fait on n'a pas beaucoup de débattements par exemple par rapport à un vélo d'enduro. Donc si on a 120 mm de débattement, ça nous laisse moins de marge ça nous laisse moins de marge à l'erreur et il faut vraiment optimiser les réglages et voilà, le fait de tester des choses ensemble, ça nous permet d'affiner et d'être le plus précis possible et le plus performant possible aussi. Parce que des fois, c'est pas forcément pour aller plus vite, mais ça va peut-être aussi pour réduire la fatigue. Si on a un vélo qui est bien réglé, bien équilibré et qui nous permet d'être plus lucide en fin de course, c'est hyper important. Et en fait, voilà, tous ces petits détails qu'on arrive à aller chercher, on travaille bien ensemble dessus. On a une bonne communication aussi. Et ouais, il est très pointilleux et ça nous permet vraiment de faire des belles choses. Et ça sera aussi mon mécano pour les Jeux Olympiques. Donc
voilà, c'est super de travailler avec lui. Il m'aide beaucoup et il me connaît, donc il sait ce dont j'ai besoin et c'est hyper intéressant et très constructif de travailler ensemble. Ouais. Et outre les moments où tu fais des changements, les changements que tu peux faire sur les cartouches ou les choses comme ça, toutes les combien d'heures environ il fait la lubrification des joints, il change les joints spi, des choses comme ça. Alors ça va vraiment dépendre des conditions, si c'est poussiéreux ou pas, mais par exemple sur un week-end de course, que ce soit lui ou un autre mécano de l'équipe, les fourches elles sont démontées très souvent, au moins juste pour lubrifier, nettoyer, enlever la poussière ou la boue, juste pour avoir le moins de friction possible et voilà, et avoir la meilleure suspension possible, que ce soit amortisseur ou fourche, que tout soit vraiment optimisé pour qu'il y ait le moins de friction et qu'on gaspille le moins d'énergie à lutter contre les impacts et que ce soit plus le vélo qui fasse le travail, parce que voilà, l'entretien des suspensions c'est hyper important, et même le réglage des suspensions c'est hyper important. On le voit sur des vélos électriques, des fois on a 160 mm de débattement et il y a des clients qui utilisent peut-être que 130 mm sur une fourche et un amortisseur de 160. Donc les vélos, on voit que des fois ne sont pas exploités à 100%, et ça va être le travail de James que de peaufiner ces réglages et d'optimiser les réglages des vélos. Donc disons qu'on a discuté tous les deux et je lui ai dit un peu ce qui se passait sur le terrain et en réalité dans le monde du VTT. Et c'est vrai que souvent on a des préparateurs de vélos de fourches de suspension qui vont régler les vélos par rapport au poids et par rapport à la pratique de l'athlète, ou du sportif. Mais en fait, le préparateur il voit pas l'athlète rouler, et il voit pas comment le vélo fonctionne. Et en fait, entre ce qui se fait chez le préparateur et ce qui se passe vraiment sur le terrain, il y a vraiment un gap. Et l'avantage d'avoir quelqu'un comme James qui va venir régler les suspensions sur le terrain, c'est que visuellement, il va voir direct si c'est bien réglé ou pas réglé. Et c'est là, en fait, où on va optimiser les suspensions et le réglage. Nous, par exemple, dans l'équipe, on a un ingénieur qui nous met de la télémétrie sur les suspensions. Donc lui, il arrive à voir si on utilise combien de millimètres de débattement on utilise, que ce soit sur l'amortisseur ou sur la fourche. Et en fonction, on peut ajuster les réglages. Et c'est pareil, visuellement, il voit des courbes, mais visuellement, il voit pas non plus si c'est les bras de la tête qui montent ou si c'est la roue qui monte. Des fois, c'est toutes ces petites choses qui sont vraiment intéressantes à faire sur le terrain. Et par exemple, ces choses-là, on peut pas les faire 2 jours avant une Coupe du Monde, c'est pas possible. C'est du travail qui est fait en amont, que ce soit en DH ou en cross-country. Les journées de test, tout ce qui est test, c'est vraiment primordial, mais en amont en fait. Donc voilà, c'est l'avantage de l'avoir proche de la maison et pouvoir tester des choses en off-season ou alors loin des Coupes du Monde pour éviter du stress ou de la fatigue supplémentaire pour ça. C'est des choses qui sont faites avant et qui sont appliquées ensuite le jour J, mais on va pas partir dans des choses délirantes juste avant une compétition. En fait, les choses sont cadrées avant la course et on sait dans quelle direction on va et on s'éparpille pas en fait. Quand les échéances arrivent, comme tu le disais, tu restes prudent et tu restes sur ce qui fonctionne. Est-ce que quand tu as du temps, t'aimes bien essayer des nouvelles choses, peut-être même des trucs farfelus, où tu dis j'ai cette idée en tête, peut-être ça va pas du tout marcher, mais j'ai envie de l'essayer, et du coup lui il t'accompagne, il dit on essaye, on verra bien ce que ça donne, ou alors tu restes sur à peu près les standards que tu connais, que tu fais évoluer un petit peu, mais que tu t'amuses pas à faire des trucs Je pense que je suis un athlète qui ressent quand même beaucoup de choses. Je suis assez pointueux et je sais ce que je veux. Mais après, c'est hyper intéressant aussi en tant qu'athlète d'essayer des choses différentes pour vraiment voir les opposés et comprendre. Moi, souvent, quand
Quand les mécanos ils démontent le vélo en pièces, j'aime bien voir comment c'est dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, en tout cas moi, ça me permet d'améliorer mes réglages et de comprendre comment ça fonctionne. Quand on voit par exemple comment le rebond d'une cartouche fonctionne, en fait on comprend mieux le réglage en fait après. On comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur et comment l'huile va passer, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, ça s'apprend avec le temps, mais il faut aussi s'y intéresser. Et mais oui, ouais. Moi, je ressens beaucoup de choses et j'adore tester des choses différentes. Et oui, si des fois il faut essayer des choses un peu bizarres, j'aime bien parce que au moins je vois direct si ça me va ou si ça me va pas. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à tester. Et voilà, il faut pas non plus trop s'éparpiller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Mais quand je peux et que j'ai du temps quand j'ai du temps à consacrer là-dedans, j'y vais à fond. On se fait une journée entière en plein hiver, ça va pas me changer ma saison. Par contre, de faire une journée entière en pleine saison, là ouais, c'est un peu plus compliqué quoi. Donc ouais, mais c'est important de prendre du temps pour ça. Parce que l'énergie qu'on gagne en amont, en fait, c'est de l'énergie qu'on va pas dépenser le week-end d'une Coupe du Monde. Ouais, le fait que tu t'intéresses à comment ça fonctionne, ça te permet aussi de donner un meilleur... ça te permet de mieux transcrire. Ouais, pour les feedbacks, ouais. Que ce soit pour les mécanos ou les ingénieurs, c'est hyper important. Ouais. Ouais, parce que ressentir, tout le monde ressent des choses, mais de la manière dont on les transcrit en fonction de comment c'est perçu derrière, ça peut faire des différences. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Après, par rapport à ça aussi, j'ai eu la chance de faire des études en industrialisation des produits mécaniques. Donc en gros, c'est la conception et la réalisation de n'importe quelle pièce, que ce soit en imprimante 3D ou en usinage CNC ou voilà, peu importe. Et du coup, en fait, les process, etc., c'est des choses qui me parlent et ça me permet aussi de comprendre aussi les forces appliquées, etc. Et c'est pas grand-chose, mais pour un ingénieur, quand j'arrive à parler de que je retranscris en fait ce que je ressens via mon expérience professionnelle, on va dire, ça permet de faire évoluer les choses plus rapidement, je pense. 74, le podcast vélo de Specialized, Michael Carminati. On parle Jeux Olympiques. Donc pour rappel, lors de tes 2 dernières participations, Rio 2016 10e, Tokyo 2020 5e. Donc si on compte bien, normalement Paris 2024 premier. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Avant d'aborder l'avenir, quels souvenirs tu gardes de ces 2 Olympiades ? Bon, Rio, j'étais espoir, j'étais surclassé pour participer aux Jeux Olympiques. Quand je me suis surclassé au début d'année, tout le monde m'a dit que j'étais fou et que j'irais jamais aux Jeux Olympiques, et ça m'a encore plus motivé pour y aller. Mais ouais, surtout en France, il y avait encore Julien Absalon qui était présent, Maxime, Stéphane Tempier, Maxime Harold, Stéphane Tempier, Jordan Sarrou. Donc il y avait vraiment un gros niveau et c'était pas du tout partie gagnée que de dire que je voulais participer au JO. Et ouais, quand j'y suis allé, c'était voilà, une super expérience pour moi. Alors, je pense que c'était sans souci mécanique, ça aurait été ma plus belle perf au JO, je pense. Je pense que j'étais bien en forme pour faire un podium. Je pense que j'aurais pu faire 3e minimum. Mais bon, c'est le vélo, ça fait partie du sport. C'est mon erreur, c'est moi qui ai crevé. Mais ouais, première belle expérience en étant jeune. T'as réussi à garder le côté positif de ces JO malgré ta déception ? Oui, parce que je pense que en fait, en tant que sportif, il ne faut pas rester bloqué sur les choses négatives, il faut toujours se projeter en positif. Et moi, le positif que j'ai trouvé, c'était que j'avais envie de faire mieux sur Tokyo, et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance de partager ces Jeux Olympiques avec Maxime, et
Julien qui sont des athlètes, des super athlètes et qui m'ont appris beaucoup de choses. Ouais, donc des super athlètes qui m'ont appris beaucoup de choses sur cette Olympiade, surtout Maxime, parce qu'on partageait, notre vie de coéquipier aussi. On était dans la même équipe, donc ça nous a vraiment tiré vers le haut tous les deux. Et voilà, j'étais jeune et forcément qu'il fallait que j'apprenne des choses. Mais c'est vrai que avec le recul, je suis passé à côté de quelque chose ce jour-là. Mais voilà, peut-être que si à l'époque la fédération avait su que je pouvais être potentiellement médaillable olympique sur les Jeux de Rio, peut-être qu'ils m'auraient amené l'année d'avant pour faire le test event, chose que j'avais pas faite cette année-là. Donc ouais, voilà, c'est des petits détails, mais du coup la fédération elle essaie de plus reproduire les mêmes, peut-être pas les mêmes erreurs, mais voilà, c'est le test event, c'est toujours assez important. Il y a toujours des choses à voir, s'approprier le lieu, voir où est-ce qu'on va courir, voir la piste. Et en fait, c'est un ensemble de choses qui fait que le jour des Jeux, quand on arrive, on sait un peu où on est et ça se passe plus naturellement, on va dire. Même si c'est les Jeux et que ça reste toujours une course différente, qu'il y a beaucoup plus de médias, qu'il y a des zones mixtes, on sent qu'il y a une tension particulière, mais voilà, j'étais encore jeune et un peu foufou à cette époque-là, donc ça m'a jamais vraiment déstabilisé, au contraire, ça m'a toujours plus motivé. Après, voilà, j'ai fait une erreur, ça a été ma faute, mais voilà, top 10, je suis remonté vraiment fort, j'avais fait vraiment une belle course, et j'étais surtout frustré de ne pas savoir quelle aurait été ma place en fait ce jour-là. Voilà, donc j'avais vraiment envie de faire mieux et du coup j'ai dû attendre 5 ans pour faire Tokyo et pareil, voilà, Tokyo, le problème je pense qui a fait en équipe de France, c'est que la qualification olympique est limite plus importante que la course olympique et on se focalise sur la qualification et en fait une fois qu'on est qualifié, prendre un second souffle et se concentrer sur la course olympique c'est ultra compliqué et en fait très 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 souvent on voit que les athlètes qui performent c'est les athlètes qui sont pas pris la tête pour la qualification olympique et en fait c'est tellement vrai et tellement important en fait parce que la vraie course c'est pas la qualification, c'est les Jeux Olympiques et il faut pas l'oublier. Et je pense que cette année je suis vraiment en bonne posture parce que j'ai rempli les critères, je suis vraiment ultra confiant par rapport à ça et ça fait un moment que je prépare ça dans ma tête et c'est ultra important de se projeter et de tout planifier au millimètre parce que comme ça il n'y a pas le droit j'ai pas de doute et je sais vraiment où je vais, je sais la préparation qu'il me faut. Voilà, j'ai tout qui est bien planifié et ça c'est vraiment ultra important pour performer et de se projeter comme ça, c'est ce qui va faire la différence, j'en suis sûr. Oui, car les sélections olympiques sont annoncées moins de 2 mois avant la course des Jeux Olympiques. Donc c'est au niveau des pics de forme. Si tu fais un pic de forme pour être en forme en début de saison, pour être qualifié, c'est difficile de rebondir. Encore là, cette année, c'est un peu différent parce que voilà, il y avait ces deux premières Coupes du Monde en avril. Il y a eu des années olympiques où la première Coupe du Monde était en mars et rien presque en mai. Et en mai, faire un pic de forme pour les Jeux, quoi. En fait, ça se construit. C'est quelle préparation on va faire, quelle Coupe du Monde on va faire sauter pour préparer les Jeux Olympiques. En fait, ça se décide pas comme ça du jour au lendemain. Il faut le réfléchir et le calculer. Et de le faire en amont, c'est ultra important. Après, voilà, cette année, c'est différent pour moi. L'an dernier, j'ai fait les critères. Cette année, je fais 2 fois le critère. Chez les hommes, pour moi, il n'y a pas de surprise dans le sens où les 2 seuls garçons qui ont fait les critères ou qui ont fait les meilleurs résultats, c'est Jordan et moi. Donc voilà, il n'y a pas de tension particulière, je pense, pour la sélection. Et pareil chez les filles, Loana et Pauline ont montré qu'elles étaient aussi les 2 seules à avoir fait les critères. Donc ouais, c'est plus facile comme ça. Et au moins, nous, ça nous permet de nous projeter et de nous préparer sur la suite. Même si la sélection finale n'est pas annoncée, on sait que
il y a de très fortes chances que ça se passe comme ça et du coup on avance là-dessus. Et tu parlais peut-être du manque de reconnaissance que tu avais eu à Rio sur le circuit. Là, il est en France. Est-ce que tu as le droit d'aller rouler le circuit avant les JO ou c'est encadré, c'est strict? Après, voilà, je disais ça pour Rio parce que ça aurait été important pour moi d'aller voir. Après, quand c'était le moment d'aller voir, j'étais Espoir 3. Voilà, j'avais fait vice-champion du monde quand même en Espoir. J'avais fait des belles perfs, mais bon, voilà, j'étais pas le coureur à sélectionner en priorité à ce moment-là. Donc, et puis voilà, c'était au Brésil, un long déplacement, ça coûtait de l'argent pour la fédération, donc ça se comprend aussi, ça se tient. Et on pouvait pas savoir que j'allais faire un beau résultat comme ça. Mais là, par exemple, l'an dernier, pour le test event, on était au max du quota. Je pense qu'on était 7 Français à rouler dessus. Et c'est top, parce que du coup, ça laisse la porte ouverte aux surprises et à n'importe quel coureur qui fait les critères, au moins il aurait eu la chance de rouler sur le circuit, de reconnaître le circuit. Donc ça, c'est ultra important. Oui, parce qu'en plus, Adrien Boissy a créé un peu une surprise en réalisant une course exceptionnelle. Ouais, il a fait une super course là-bas. En début de saison, là, au Brésil, il a été malchanceux, il a été un peu malade, mais oui, il aurait pu remplir les critères et participer, être qualifié pour les Jeux. Donc voilà, c'est la chance et l'opportunité qu'il a eu de rouler sur le circuit. C'est super important pour tous les athlètes français qui performent en Coupe du Monde. C'est super. Et oui, on a roulé donc sur le circuit l'an dernier. Il y aura encore des jours de reconnaissance après Nové Mesto cette année. Pas de course, mais juste des jours de reconnaissance ouverts à tout le monde, sauf aux médias bien sûr, mais ouverts à tous les athlètes. Ouais, donc c'est quand même encadré. Tu peux pas te dire la semaine prochaine, je prends ma voiture, je vais rouler sur le circuit olympique. Non, ouais. Il y a quand même un cadre. Ouais. Okay. Belle transition justement, parce que c'est un des sujets qu'on voulait aborder, ce circuit des Jeux Olympiques. Donc on l'a dit, tu as gagné le test event l'an passé sur ce circuit olympique. Donc ça sera le 29 juillet 2024. Sur cette fameuse colline artificielle d'Elancourt, qui culmine à 231 mètres d'altitude, c'est vraiment tout artificiel comme on l'a dit. Elle est située à une trentaine de kilomètres de Paris. Comment est constitué ce parcours, Victor? Quels sont les pièges à éviter? Donc le vélo à utiliser, tu en as parlé tout à l'heure, on sait déjà ce que tu utiliseras, mais est-ce que c'est un parcours qui te sied? Ouais, c'est vraiment un circuit que je qualifiais comme de moderne au début de la discussion. Ouais, c'est donc artificiel avec vraiment des parties très très roulantes et voilà, parfois quelques passages techniques avec des rondins, des pierres, etc. Mais ça va vraiment être des portions très courtes et la plupart du temps c'est un circuit qui roule très 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 bien, donc on a besoin d'un vélo ultra rigide et bien bloqué pour aller à fond et à la fois un vélo qui va être capable de s'ouvrir et d'accepter tous les chocs sur des moments clés du circuit. Donc ouais, c'est un circuit très rapide et qui va jouer encore une fois dans le dernier tour. Vous écoutez 74, le podcast vélo de Specialized. À l'heure où on enregistre ce podcast, 30 avril, tu es leader de la Coupe du Monde. Est-ce que tu vas jouer cette Coupe du Monde ou pour l'instant l'objectif principal c'est les JO et après on verra? Dans tous les cas, je suis allé au Brésil sans pression particulière. J'avais envie d'être performant, mais j'étais pas du tout en pic de forme. Donc voilà, d'avoir fait quand même des belles perfs là-bas, ça m'a mis dans une bonne posture pour le classement général. Malheureusement, voilà, j'ai eu un souci mécanique le dimanche à Arracha, du coup ça m'a fait perdre quelques points, mais voilà. Là, je suis leader de la Coupe du Monde, c'est génial. C'est pas ma priorité de la saison. J'ai d'autres objectifs. Après, si je peux gagner le classement de Coupe du Monde, je le gagnerai avec plaisir, mais c'est pas ma priorité. Je préfère me concentrer sur les Jeux Olympiques en priorité plutôt que sur le classement général de la Coupe du Monde, même si d'après ce que j'ai planifié, on sera en mesure de courir les Coupes du Monde, toutes les Coupes du Monde. Après voilà, je me ferme pas la porte à une éventuelle non-participation d'une ou deux manches, on ne sait pas encore. Mais voilà, le programme peut évoluer, mais à ce jour, ce qui est prévu, c'est de toutes les faire. Mais voilà. En fait, le but, voilà, c'est de toutes les faire, mais si jamais je sens que pour
pour ma préparation olympique, à un moment donné, ça bloque. On décidera de faire l'impasse sur 1 ou 2 manches. Et est-ce que l'année dernière, le team a bien marché, mais là, cette année, on démarre en fanfare, si on peut dire. Martin marche très fort, Chris a gagné la première manche, toi, tu fais 2 à la première, 2 à la deuxième. Est-ce que par rapport à l'an dernier, ça rajoute encore un peu plus d'émulation et d'envie au sein du team? Hailey a gagné le cross-court et le cross-long à Araxa. Est-ce que le fait que tout le team marche, tout le team est en forme, ça amène encore plus d'émulation et une bonne ambiance au sein du team, et ça motive à aller chercher encore un peu plus? Ouais, non, c'est clair. Ça fait plaisir de voir les filles et les autres gars bien performer. De toute façon, on sent que c'est une année olympique et que voilà, Chris et Hailey, ils avaient envie de bien faire pour se qualifier pour les États-Unis. Tout le monde a envie d'être en forme et de remplir les critères de sélection. Donc voilà, c'était un passage très important du début de saison pour l'équipe. Et ouais, ça s'est super bien passé. On est dans la Coupe du Monde chez les hommes, chez les femmes, et en individuel XCC et XCO. Donc c'est vraiment un carton plein. Et ouais, ça met l'équipe en très bonne posture, et ça motive, c'est sûr, de voir tout le monde comme ça, content, et que ça marche et que ça performe. C'est toujours bien, parce que quand ça marche ou quand ça marche pas, finalement le staff fait toujours le même travail, et en fait quand ça marche, c'est une belle récompense aussi pour eux, et en fait ce qu'ils font au quotidien, ils le font quand ça marche pas aussi. Donc ouais, je trouve que c'est aussi une belle récompense pour eux, et ils travaillent toute l'année à bloc, et ils sont à fond derrière nous, et quand ça marche pas, et ils continuent de faire la même chose. Et voilà. Par exemple, quand on est athlète, il faut que ce soit toujours bien fait à 100%. Le jour où ça marche, tout est réalisé et on n'a pas de regrets. Et le jour où ça marche pas. Voilà, on n'est pas des machines, mais quand on est en forme et que tout est fait à 100%, au moins on gagne. Mais est-ce que du coup, avec ces nouveaux circuits où ça se joue quasiment dans le final à chaque course, et que du coup les 3 membres de l'équipe sont super en forme et vous vous retrouvez ensemble dans le dernier tour, est-ce que y a des stratégies? Est-ce qu'au final c'est sur le tard et chacun fait un peu son truc, parce que même si vous êtes en équipe, ça reste un sport individuel? Il y a des tactiques d'avant-course où vous voyez pendant la course, où vous connaissez, vous avez des automatismes, parce que ça c'est quelque chose qu'on voyait pas avant. Et là, du coup, c'est un peu par exemple, nouveau. sur la première manche à Méripora, quand Chris part pour gagner, moi je suis 3e. Je rattrape Filippo, et je vais pas doubler Filippo pour ramener sur Chris. Si je peux doubler Filippo, dernièrement, je le double, et c'est ce que j'ai fait. Mais je vais pas essayer de ramener un adversaire sur Chris, quoi. C'est pas le but, quoi. On fait un sport individuel, mais des fois il peut se courir en équipe, et là ça a été le cas sur les 2 manches, donc oui, ça va être comme ça aussi toute la saison, je pense. Ouais, un peu comme difficile de comparer à la route, mais sur la 2e manche, Martin part, forcément toi tu vas pas rouler sur lui, c'est aux autres de faire les efforts. Et ouais, ces nouveaux circuits permettent aussi de laisser plus de place à la tactique qu'avant. Ouais, c'est clair. Puis en plus, maintenant, il y a encore plus de parties roulantes, etc. Donc, il faut être stratégique. Et quand on a une force collective comme on l'a eu là, ça nous met en bonne posture. Et par rapport aux autres, c'est toujours mieux. Victor, Nico, il est l'heure de se quitter. Victor, merci d'être venu nous parler. On passerait bien encore un peu de temps. C'est très agréable de discuter avec toi. Nico, je te remercie aussi d'être venu là. Avec grand plaisir. Victor, on va te souhaiter on va t'envoyer un gros merde pour le 29 juillet. Donc on a bien compris que la potentielle sélection était plus qu'une potentielle sélection. On te souhaite le meilleur et un gros merde. Ah, c'est gentil. Ouais, j'ai vraiment à cœur de briller là-bas, et voilà, la seule chose que vous pouvez me souhaiter, c'est de pouvoir être performant ce jour-là, et d'être à 100% de mes moyens ce jour-là pour faire la plus belle course possible. Merci Victor. Merci à vous. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve sur un prochain podcast. À très bientôt. Ciao, ciao.
Découvrez l'univers Specialized sur www.specialized.com.